Bonjour à tous et merci de vous connecter sur ce live, c'est 10 février 2022, qui correspond dans le calendrier kamite au 12 Pan N Imana Otepu de l'année 6205. Cette émission, nous avons une connexion et c'est peut-être elle actuellement qui attaque ce live. Alors, mettez des cœurs, protégez cette vidéo, car nous allons dire des choses très importantes, des choses qui sont en train d'ébranler un système qui nous domine depuis plus de 50 ans. Bonjour à toi Justine et merci d'être connecté. Partage cette vidéo et fais en sorte que le plus grand nombre de Gabonais, le plus grand nombre d'Africains qui s'interrogent sur la France-Afrique et ses méfaits en Afrique soient édifiés au cours de ce live qui est consacré exclusivement à la campagne The France-Afrique Bashing que nous avons initiée depuis le 11 novembre de l'année dernière. Marcelino Menge, des États-Unis, non, d'Allemagne, merci d'être connecté. Merci de partager dans les différents groupes où vous êtes adhérents et également de partager à des amis que vous avez sur Facebook, sur YouTube, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Connectez-vous. Connectez-vous et partagez cette vidéo. Je vais commencer par me présenter. Vous commencez à me connaître et il est toujours de bon ton de se présenter à l'Assemblée avec laquelle on a l'intention de communiquer, d'échanger. Certains se connectent pour la première fois et ne savent donc pas qui je suis. Il est normal que, avant de parler, de me présenter, c'est ainsi qu'on le faisait en Afrique et, je le crois, dans les autres régions du monde. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement créé en 2020, dès ma sortie de prison, car j'ai été mis en liberté provisoire à cause de l'opération Lumumba que j'ai menée avec 40 jeunes à la façade de l'ambassade de France à Libreville au Gabon, où justement je dénonçais les méfaits de la France-Afrique. Ce mouvement New Power que nous avons créé est associatif, politique et international. Nous y avons pour corpus idéologique le triptyque suivant. Nous sommes foncièrement souverainistes, car nous sommes attachés à la souveraineté des peuples du Gabon, à la souveraineté des peuples d'Afrique. Nous y sommes attachés. Nous avons été des millénaires souverains et nous avons bâti l'Afrique dans cette souveraineté. Depuis près de 600 ans, nous n'en sommes plus les maîtres. Nous ne sommes plus souverains dans notre propre continent. Il nous faut revenir à cette souveraineté d'origine. Donc nous y sommes attachés, et foncièrement. Nous sommes également ouvertement anti-France-africains. Ouvertement. Car nous n'avons pas peur de la France-Afrique et nous entendons la combattre à visage découvert. Le regard droit planté dans les yeux
de la France-Afrique, que nous considérons non pas comme un adversaire, mais comme un ennemi à abattre. Ou bien nous la battons d'ici 2030 au plus tard, ou elle nous abat. Nous acceptons le verdict de cette guerre. Nous considérons que la France-Afrique est notre ennemi, car elle tue l'Afrique, elle tue les Africains. Lorsque des jeunes en détresse décident de quitter leur pays pour traverser le désert, où ils meurent parfois de faim, ou de traverser la Méditerranée, où ils meurent parfois noyés, eh bien cette mort, il faut l'attribuer à la misère, à la pauvreté causée en Afrique par la France-Afrique. Donc, nous n'exagérons pas quand nous avançons que la France-Afrique est un ennemi qui tue les Africains. Il nous faut donc la combattre et la battre. C'est la mission de ce mouvement New Power. Et nous le faisons ouvertement, sans nous cacher comme elle le fait, avec malice et ruse, toujours dans la duplicité, dans l'hypocrisie. C'est sa nature. La France-Afrique a été créée malicieusement pour tromper. Et elle a trompé beaucoup d'Africains pendant près de 61 ans. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes plus édifiés, plus instruits. Nous savons désormais quel est véritablement notre ennemi, que nous combattons ouvertement. Et enfin, nous sommes au New Power fondamentalement néo-panafricanistes. Car nous avons compris que tout seul, on ne viendrait jamais à bout d'une pieuvre qui a ses tentacules dans le sous-continent africain francophone. Il nous faut donc l'union des fils et des filles de Kaba pour venir à bout d'un ennemi commun. Voici notre corpus idéologique. C'est la raison pour laquelle nous avons créé New Power pour libérer notre pays, le Gabon, et pour libérer l'Afrique francophone. Aujourd'hui, jeudi 10 février 2022, nous sommes en plein cœur de l'acte 4 de cette campagne The France-Afrique Bashing. Je veux vous dire que tous les autres actes ont été sanctionnés par des vidéos. L'acte 1 de justification légitime de prise de parole. L'acte 2 de lecture scrupuleuse, sans commentaire, des accords néocoloniaux qui lient la République française à la République du Gabon et accords qui ont été signés en 1960 et qui sont toujours de vigueur dans notre pays. L'acte 3, la lecture scrupuleuse de rapports que nous avons commis pour analyser, décrypter, comprendre le sens de tous les articles qui sont dans ces accords secrets néocoloniaux que la France a appelés accords de coopération. L'acte 4 dans lequel nous sommes, et nous sommes en plein cœur avec la 8e question, l'acte 4 où nous avons décidé de rentrer dans tous les aspects de ces accords coloniaux afin d'y apporter les analyses et les commentaires détaillés, de préciser des choses pour que les Gabonais comprennent. Et nous en sommes aujourd'hui à la 8e question que nous nous posons. La 8e question, fondamentale, que je vais maintenant ici vous donner l'énoncé. Cette question est la suivante. Pourquoi la France officielle et des réseaux soutient-elle indéfectiblement les dictatures france-africaines? Elle qui se dit pays des droits de l'homme, pays de la Déclaration des droits de l'homme,
pays de la démocratie et des libertés, comment peut-elle soutenir des dictatures france-africaines? Je reprends la question que je vais expliciter. Pourquoi la France officielle et des réseaux soutient-elle de manière indéfectible les dictatures france-africaines? Je voudrais, en explicitant la question, apporter quelques nuances qui me paraissent intéressantes à donner, afin que nous nous comprenions bien. Lorsque nous disons France officielle et des réseaux, nous distinguons le peuple français, le peuple souverain français, avec lequel nous n'avons aucun problème humain. C'est un peuple frère de la terre, un peuple en fraternité d'humanité, avec lequel nous devons avoir des rapports de solidarité, de fraternité et même d'amour. Ce sont nos frères. Nous n'avons donc rien contre le peuple français. Nous n'avons rien contre les Français de France. Dans France officielle et des réseaux, nous entendons l'élite dirigeante française, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent à la tête de la France par le mécanisme soit d'élection, élection présidentielle, élection législative, élection régionale ou départementale ou municipale, ou qui s'y retrouvent par voie de nomination. La nomination du Premier ministre, la nomination du gouvernement, la nomination des cadres importants des institutions françaises. C'est de cette élite-là dont nous parlons. Cette élite comprador. Celle que Kémy Séba qualifie de oligarchie. C'est cela. La France officielle et des réseaux. Une élite politique, économique, financière, militaire, intellectuelle, attachée aux préceptes de la Ve République, des préceptes néocolonialistes, néo-impérialistes, qui veulent que la France soit grande quand elle écrase le monde entier qu'elle a possédé, lors des guerres et des conquêtes coloniales. Voilà la logique de cette élite que nous ne pouvons plus partager, que nous contestons et que nous combattons. Cette élite n'est pas un ennemi. Cette élite est un adversaire. Tant que cette élite française dirigeante continuera à penser que les Africains sont des sous-hommes qui doivent être colonisés, qui doivent être paternalisés, qui doivent être infantilisés, tant que cette élite le pensera, eh bien, elle nous aura en face d'elle, courageusement. Et nous la combattrons pied à pied, argument contre argument. Et si c'est par la force, ce sera force à force. Donc, que nous soyons bien clairs, notre discours n'est pas anti-français. Non, il est anti-France-africain. Et aujourd'hui, la France-Afrique, c'est l'ennemi qui utilise des méthodes assassines et son commanditaire, notre adversaire, qui est la France officielle et des réseaux, l'élite politique dirigeante. Quand cette élite changera, et nous l'espérons, quand elle reviendra à des considérations plus civilisées, de dignité humaine, alors elle deviendra un partenaire. Mais pour l'heure, nous considérons que l'élite française dirigeante est un adversaire qui soutient les dictatures france-africaines. Et vous avez vu que nous ne parlons pas de dictature africaine, mais de France africaine. Pourquoi? Et parce que ces dictatures sont soutenues par la France. Et pourquoi son nom ne figurerait pas dans l'épithète de ces dictatures? Pourquoi dire dictature africaine? Comme si ce n'était que les Africains qui étaient dictateurs. Mais ces Africains sont soutenus par la France, qui d'ailleurs les installe, après avoir assassiné les hommes politiques de qualité, les hommes politiques de valeur, qui certainement auraient changé leur pays positivement. Donc, nous requalifions le mot dictature africaine en dictature France-africaine. Et même si la France se dissimule, eh bien désormais, nous la mettons à sa place, c'est-à-dire en soutien permanent des dictatures France-africaines. C'est ça le terme consacré, désormais.
Je viens donc de vous expliciter la question, la 8e question de ce acte 4. Maintenant, je vais essayer d'y répondre, n'est-ce pas? Lorsqu'on pose une question, il faut apporter la réponse. Cela va de soi. Pour le faire, je souhaite présenter les matières qui serviront de menu à cette communication politique. D'abord, comme je le fais toujours, par rigueur scientifique et méthodologique, d'abord, fixer le contexte historique, le rappel historique. Qu'est-ce qui a fait qu'une France moyenâgeuse, qui n'avait aucune influence dans son propre pays, en Europe, se retrouve aujourd'hui une des plus grandes puissances du monde? Que s'est-il passé? Il faut expliquer cela aux Gabonais. Il faut expliquer cela aux Africains. Comment la France a-t-elle pu passer de nation insignifiante européenne à 5e puissance aujourd'hui du monde, puissance nucléaire, et ayant une place permanente au Conseil de sécurité? Voilà pour le rappel historique, qui sera assez long, mais c'est important. C'est important de saisir les éléments d'origine pour comprendre les situations contemporaines, les situations actuelles. Après ce rappel historique, les enjeux. Oui, étant devenue cette grande puissance, quels sont les enjeux pour la France? Doit-elle redevenir une puissance moyenne, simplement hexagonale, en perdant toutes ses possessions? Ou bien doit-elle continuer à magnifier le grand rêve impérial de Napoléon, le grand rêve néocolonial de Charles de Gaulle? Voilà l'enjeu. Et nous sommes bien entendu au centre de cet enjeu. Voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui. 3e chapitre, rappeler les piliers de la France-Afrique, qui nous tient aujourd'hui sous son joug et dans ses serres. Il faut rappeler les piliers pour que chacun comprenne à chaque fois comment est-ce que, par des actions que mène la France, elle tient l'Afrique sous sa domination. Et pour en sortir, il faut que nous combattions chacune de ces actions. Il n'y a pas d'autre choix. Nous n'attendons pas du maître qu'il change ses habitudes. Donc, c'est par la force de notre poing, c'est par notre intelligence que nous allons combattre les habitudes du maître, les habitudes néfastes du maître, afin de recouvrir notre liberté et notre pleine souveraineté. C'est du moins ma conviction. Et puis, si la France-Afrique est abattue, comme je l'espère, d'ici les 8 prochaines années, soit en 2030, qu'on ne parle plus de France-Afrique. Si cette France-Afrique n'existe plus, que serait donc la France? Quel sera son statut, son nouveau statut? C'est important d'aborder cette question aujourd'hui. Et enfin, ayant donné ces différents éléments, comme je le fais habituellement, je vais conclure ce direct. Et ensuite, je vous livrerai la 8e question. Pardon, la 9e question. Et la dernière de cet acte 4. Car nous allons ensuite entrer dans le dernier acte, qui est l'acte 5, et qui va porter sur l'élection présidentielle française, à travers la campagne du vote solidariste auquel notre mouvement, le New Power Europa, une section représentative du New Power au Gabon, dans lequel ce New Power participe. Donc, voici le menu de cette communication politique que je qualifie de très importante. Parce que nombre d'Africains sont encore persuadés que la France-Afrique n'existe plus. Ou sont persuadés que la France n'y est pour rien. Dans les malheurs qui accablent l'Afrique. Sont convaincus que ce sont les Africains eux-mêmes qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Beaucoup d'Africains le pensent aussi. Alors il serait intéressant qu'ils écoutent ce genre de live, qui apporte justement l'antithèse de leur position, avec des éléments probants, des éléments factuels, avec des preuves intellectuelles et des preuves matérielles.
Le rappel historique. Premier chapitre, première matière. Qu'était la France au Moyen-Âge? Donc nous sommes là dans la période historique de l'Europe qui s'étend à la fin du 5e siècle et jusqu'à la fin du 15e siècle, c'est-à-dire qui débute après le déclin de l'Empire romain d'Occident, nous sommes là dans l'Antiquité, et qui se termine par le début de la Renaissance, l'époque que l'on a appelée l'époque des découvertes. Donc, ce Moyen-Âge, qui est une période caractéristique de toute l'Europe, on parle donc de l'Europe médiévale. Au cours de cette période, qu'était la France? Alors nous allons parler certes de la France, la position qu'elle avait au Moyen-Âge, et nous allons également parler de deux autres pays européens qui avaient une position bien plus importante que la France. Et nous allons terminer ce rappel historique à travers toutes les possessions que la France a pu avoir. Pour de moyenâgeuse qu'elle était, à grande puissance maritime, négrière et mondiale qu'elle est devenue au travers les âges historiques. C'est un rappel qui sera assez long. Mais je vous prie de me suivre et de m'écouter, car c'est important. Quand vous avez saisi l'histoire d'un homme, vous appréhendez mieux sa personnalité, sa façon de faire, de réfléchir, de penser. Quand vous saisissez l'histoire d'un peuple, d'une nation, vous comprenez les ressorts qui le guident aujourd'hui. Et nous allons essayer de comprendre, en très peu de mots, l'histoire médiévale de la France. Partagez cette vidéo. Mettez-y des cœurs pour la protéger. Nous pouvons être attaqués. Pour l'instant, c'est étrange. Je n'ai que une seule personne connectée. En direct m'indique une seule personne connectée. Et pourtant là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui font des commentaires. Je trouve cela bizarre, voyez-vous. On veut réduire la capacité de diffusion de ce direct. Je vous demande donc vraiment de le partager au maximum. Partagez massivement ce live. Oui, PH, tu as bien raison. Partagez ce live. Il est anormal qu'au moment où je constate qu'il y a plus de 6-7 personnes qui font des commentaires, les statistiques en direct m'indiquent une seule personne. Donc il y a un travail qui est fait par des machines ennemies pour réduire la diffusion de cette communication politique, que je poursuis. Pendant le Moyen-Âge, la France connaissait une sombre période d'anarchie, de désordre, de lutte personnelle entre les seigneurs féodaux. On parlait alors de la féodalité seigneuriale et chevaleresque. C'est l'époque des grands chevaliers. Vous avez un roi dont l'autorité n'était pas toujours acceptée par les seigneurs féodaux. Ces seigneurs qui étaient les ducs ou des archiducs, des comtes ou des vicomtes de forêt. Et ces différents seigneurs n'étaient pas encore à l'époque soumis à une autorité centralisée. Ce sera ce qui arrivera en France à partir du 15e, 16e siècle, la monarchie centralisée, qui va connaître son pinacle avec l'absolutisme royal du roi Louis XIV. C'est l'époque de la guerre des 100 ans. Les guerres entre seigneurs en France et aussi avec l'Angleterre. Vous pouvez bâtir un pays qui fait la guerre en permanence? Ça me semble difficile à comprendre. Il y a donc pendant cette période médiévale de la France une véritable régression par rapport à l'Antiquité, qui est la période précédente, lorsqu'il y a eu la chute de l'Empire romain catholique.
Pendant cette époque du Moyen Âge, nous assistions à l'obscurantisme totalitaire de l'Église catholique qui luttait contre la science. On se souvient des persécutions, des inquisitions. Un monde aveugle où la foi triomphait sur la raison, où le dogme s'imposait sur la réflexion. Les populations paysannes et agricoles vivaient dans le servage des puissants seigneurs. Nous avions donc une économie féodale menacée par la famine. Et au Moyen-Âge, en France, on se souvient de la grande famine qui s'est passée en 1315 et qui s'est terminée en 1317, soit près de 2 ans de grande famine. Et beaucoup d'Européens sont morts. Beaucoup de Français sont morts pendant cette grande famine. Ce qui a naturellement porté un coup à l'économie paysanne, qui n'avait plus de bras pour assurer les récoltes, pour assurer le travail de la terre. Mais il n'y avait pas que cette grande famine qui a été causée par les pluies et qui a participé à l'échec des récoltes. Il y avait aussi la disette qui a entraîné une jacquerie en France. Nous sommes là en 1356. Voyez-vous, il manque de nourriture et les gens meurent. Donc, il n'y avait véritablement pas d'économie à l'époque en France. Hormis l'économie féodale, agricole, du servage. Soit c'était la famine, les disettes, qui portaient un coup dur à l'économie féodale, soit c'était les épidémies. Et on se souvient de la grande épidémie qu'on appelle l'épidémie de la peste noire, qui a eu lieu en 1347. Donc, une France qui n'avait pas encore une médecine performante pour soigner une population médiévale qu'on estimait à l'époque à environ 12 millions d'âmes. 12,2 millions d'âmes pour être précis. Donc vous le voyez, au Moyen Âge, lorsqu'on parle de la France, c'est un pays arriéré. C'est un pays arriéré, sans État central, sans aucune influence en Europe et dans le monde, qui vit sous la féodalité. Voilà la France du Moyen Âge. Alors, comment cette France du Moyen Âge va-t-elle devenir la grande puissance quelques siècles plus tard? C'est ce que nous allons essayer de voir au cours de la suite de ce live. Mais en Europe, il n'y a pas que la France. Il y a aussi d'autres pays, d'autres nations, à l'époque bien plus puissantes que la France. Je pense là à l'Espagne et le Portugal, qui étaient les puissances maritimes émergentes, les premières puissances coloniales, qui, il faut que vous le sachiez, se sont partagé le monde en le découpant sur un planisphère. Donc les deux rois, celui d'Espagne et celle du Portugal, se sont retrouvés et devant un planisphère, ont tracé simplement une ligne de partage. Une ligne qui se trouve à peu près à 1700 km des îles du Cap-Vert. Voilà où passe cette ligne. La partie qui se trouvait donc à l'ouest, tout le monde qui se trouvait à l'ouest de ces lignes de partage, donc vers les Amériques, appartenait à l'Espagne. Et tout le monde qui se trouvait à l'est de ces lignes de partage appartenait au Portugal. C'est ainsi que l'Espagne et le Portugal se sont partagés le monde et nous sommes là en 1494 lors du traité qui porte le nom de traité de Tordesillas. La France est absente. La Grande-Bretagne également absente. Et les Pays-Bas sont absents. Car à l'époque, les deux grandes puissances sont la couronne du Portugal et la couronne d'Espagne. Naturellement,
les autres nations européennes vont contester ce traité. Et on le verra bien plus tard. Même si ce n'est pas vraiment le but là de notre live. Donc, ce traité de Tordesillas montre que la France, en 1494, n'est pas du tout une puissance. Elle n'est encore rien. Elle ne compte pas. Les deux grandes puissances, qui sont d'abord coloniales, plus esclavagistes, et qui vont partir à la conquête du monde à cause de leur flotte maritime, sont l'Espagne et le Portugal. Sachez-le. En Afrique, oui, en Afrique, pendant ce que les Occidentaux ont appelé le Moyen-Âge, en Afrique, qu'est-ce qui existait comme empire ou comme royaume? Je vais prendre les 5 régions africaines et pour chacune d'elles, je vais essayer de relever 2 royaumes. Pour que vous compreniez qu'il existait des structures organisées, hiérarchisées, centralisées en Afrique, qui vivaient dans la paix et qui avaient une économie industrieuse. Il existait des sociétés ainsi, organisées autour de royaumes, autour d'empires. Quand, de façon contemporaine, l'Europe était encore dans l'obscurité. Donc, il y avait manifestement un avancement civilisationnel des royaumes africains sur les royaumes occidentaux. À cause des richesses que ces royaumes africains avaient, à cause d'une population industrieuse, et surtout à cause de la capacité que ces populations avaient de commercer entre elles. Commençons par l'Afrique de l'Ouest. Nous avions l'Empire du Mali, né en 1235 sous l'avènement de Soundiata Keita et qui s'est éteint en 1600 au XVIIe siècle. Vous avez l'Empire du Jolof, né en 1350 et qui s'est éteint en 1549, soit au XVIe siècle. Voilà pour les 2 empires africains qui sont contemporains à la France moyenâgeuse. Je vous suggère d'aller lire la situation de ces empires à cette époque, leur degré d'évolution, d'avancement civilisationnel, et également d'aller relire vos cours de la France du Moyen-Âge et faites donc la comparaison. Et vous verrez qui de l'Empire du Mali ou de Rome de France était plus avancé. Dans l'Afrique de l'Est, l'Empire éthiopien, né en 1137 et qui s'est arrêté en 1974, donc un des empires les plus longs que l'Afrique ait connu. Le sultanat d'Ifat, juste à côté de l'Empire éthiopien, qui souvent était un sultanat vassalisé ou vassal de l'Empire éthiopien, qui lui naît en 1285 pour s'achever en 1415. Voilà pour les 2 empires de l'Est de l'Afrique que j'ai voulu choisir pour vous. Mais il y en a bien d'autres. Le centre de l'Afrique, l'Afrique centrale. Il y a naturellement l'Empire Congo que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, j'ai voulu parler très brièvement de l'Empire Bouganda. Bouganda, qui donnera plus tard Ouganda. L'Empire Bouganda, né en 1300, 14e siècle, et qui s'est arrêté en 1894 au 19e siècle. Le royaume Kanem, Bornou, nous sommes là entre le Tchad et le Nigeria, qui naît lui au 9e siècle et qui va s'achever en 1900, soit au 20e siècle. Voilà pour les royaumes d'Afrique centrale, qui sont, pour certains, contemporains, dès le début de leur existence, à la France moyenâgeuse, à la France médiévale. En Afrique australe, Afrique du Sud, le royaume du Zimbabwe, né en 1220, et qui s'est arrêté en 1450. Et enfin, le royaume de Mutapa
et non pas Mono Motapa, mais Motapa, qui a connu son existence en 1430 et, on va dire, son acte de décès en 1760. Donc, vous avez ces différents royaumes qui existaient. Certains ont dépassé le cadre du Moyen-Âge, selon la chronologie occidentale, pour entrer même jusque dans la période de la colonisation. Et même, en 1974, on a vu la période post-colonisation. Quand vous irez lire comment ces différents royaumes étaient organisés, vous verrez que les sociétés de ces royaumes étaient hiérarchisées en castes. Que le pouvoir était un pouvoir royal central, organisé, de façon aussi décentralisée, qui impliquait les différentes couches de la société. Les chefs de village, les chefferies traditionnelles. Et l'économie y était agricole, industrieuse. Il y avait l'artisanat, il y avait le commerce de l'or, mais aussi le commerce des servants. Nous parlons de servants et pas d'esclavage, car il y a une différence entre esclaves et servants. On reviendra plus tard sur ces différences fondamentales, car l'esclave n'a plus aucune dignité. C'est un animal, une bête de somme. L'esclave est un homme réduit au rang d'animal qui a perdu sa dignité. Le servant ou l'homme en servitude garde sa dignité, mais on lui a retiré certains droits qui font de lui un homme des besognes jusqu'à ce que la sanction qui perd sur lui soit levée. C'est différent. Le servant, le serviteur, celui qui subit la servitude, en Afrique n'est pas un esclave, car en Afrique, tout homme a toujours droit à sa dignité. Or, dans le concept d'esclave, il n'est pas question pour un homme d'avoir encore des droits humains. C'est une bête de somme que l'on peut tuer, que l'on peut piétiner, que l'on peut marquer au fer, que l'on peut fouetter. Ces comportements, les Africains ne les pratiquaient pas. Leur philosophie spirituelle, la philosophie de la mat, interdit d'avoir ce genre d'attitude à l'endroit d'un être humain. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est davantage les concepts occidentaux que nous reprenons et nous n'avons pas soin souvent de revenir sur nos propres termes, car nous employons des termes étrangers qui ont leur propre signification historique. Dans le cas de ces lives, c'est souvent l'occasion pour nous de refaire ces recadrages qui nous paraissent importants. Donc, pendant le Moyen-Âge, on vient de le voir, la France n'est pas une grande nation. C'est une nation arriérée qui vit sous la féodalité. Et que se passe-t-il pour que la France change de statut? La France a contesté le traité de Tordesillas, je vous l'ai dit, établi entre le Portugal et l'Espagne. Elle va donc essayer d'être également une puissance maritime et partir à la conquête des terres. C'est sous François Ier que véritablement nous allons voir cette émergence de la puissance maritime française. Cette puissance commence au XVIe siècle et va se déployer dans le monde afin de donner à la France des possessions françaises. Et la France va avoir d'énormes possessions dans le monde entier. Je vais vous la faire courte. Mais sachez que la France a eu des possessions en Amérique du Nord, l'actuel États-Unis et Canada. Il y a eu la Nouvelle-France. En 1534, à Fort Saint-Louis, qu'on appelle aujourd'hui le Texas. Et elle a eu des possessions au Canada. La Nouvelle-France, c'est en 1534 qu'elle va réussir à la posséder. À Fort Saint-Louis, c'est aujourd'hui le Texas, qu'elle va avoir en 1685. Et le Canada, elle va posséder le Canada en 1600. Donc, partir à la conquête du monde, en Amérique du Nord, la France va avoir des possessions. Des non-possessions, je n'en ai cité ici que 3. Elle ne s'arrêtera pas en Amérique du Nord.
elle sera également dans les Antilles et les Caraïbes. Alors il faut distinguer dans les Antilles et les Caraïbes, les petites Antilles françaises, il y en a à peu près 20, et la colonie de Saint-Domingue. Haïti, que vous connaissez, qui a été conquise en 1627 et qui a eu son indépendance en 1804, et la République dominicaine, sa sœur, qui, elle, a été conquise en 1795 et qui a connu son indépendance en 1809, soit 5 ans après Haïti. Et bien entendu, il y a toutes les autres Antilles que vous connaissez, la Guadeloupe, la Martinique, et que sais-je encore. La France a eu des possessions en Amérique du Sud, au Brésil. Ils appelaient cela la France antarctique, ou encore Fort Coligny, qui est actuellement la ville de Rio de Janeiro. Une ville qui a été conquise en 1555 et qui a été cédée en 1560. Nous sommes là au Brésil, en Amérique du Sud. Il y a 5 autres possessions que la France a eues au Brésil. 5 autres. Il y a des possessions guyanaises de la France, en pleine Amérique du Sud, la Guyane française. Il y a Berbis au Guyana, qui est une possession française. Il y a également l'archipel des îles Malouines en Argentine et que sais-je encore. Donc, devenue une puissance maritime et même négrière, car les deux allaient ensemble. Le transport des esclaves se faisait par des caravelles et donc la puissance maritime pouvait effectivement transporter des masses d'hommes et de femmes venus d'Afrique. Devenant une puissance maritime et négrière, en plus du commerce triangulaire, la France entre en contact d'autres peuples qu'elle arrive par la force à dominer et à prendre possession de leurs terres et à dire que désormais ce sont des possessions françaises dont elle exploite maintenant les ressources pour le propre compte de la France. Voilà ce qui va se passer pendant l'esclavage, qui a duré environ 3 siècles. Ensuite, lorsque l'esclavage est aboli, la France devient une puissance coloniale. Elle ne renonce pas à ses possessions, bien au contraire. On ne nous permet plus de faire de l'esclavage, on ne nous permet plus de faire la traite négrière, nous allons faire autre chose, mais toujours en dehors de l'Hexagone. Car toutes ces possessions que nous avons désormais, toutes ces richesses que nous exploitons, servent désormais à la puissance économique et militaire française. Donc, la France médiévale s'est transformée en puissance négrière et maritime, et ensuite en puissance coloniale. Cette transformation n'est pas le fruit du travail des Français hexagonaux. Cette transformation est le fruit du pillage que la France va effectuer dans les terres qu'elle va conquérir par la force, par le feu et par le sang. Il faut le savoir. Alors, parlons un peu des possessions coloniales que la France va avoir en Afrique du Nord et dans les autres parties d'Afrique. Je vous ai dit que ce rappel sera long, mais je le fais à dessein, parce que vous comprendrez ensuite pourquoi la France-Afrique perdure en Afrique depuis maintenant 61 ans. Quand la Grande-Bretagne a quitté ses colonies depuis, quand le Portugal a été chassé et quand l'Espagne a lâché la Guinée équatoriale. Pourquoi la France persiste? Vous comprendrez cela quand vous aurez saisi, à juste titre, l'historique de la France. Comment est-ce que de nation insignifiante européenne est devenue une grande puissance? Donc en Afrique du Nord, j'en étais là. Vous avez l'Afrique française du Nord, commencée en 1830 et qui s'est achevée en 1962. Et là, il s'agit de l'Algérie. Vous avez le protectorat français de Tunisie, commencé en 1881 et qui s'est achevé en 1956, avec l'avènement d'Habib Bourguiba. Vous avez le protectorat du Maroc, protectorat français du Maroc, commencé en 1912 et qui s'est achevé en 1956 avec, je pense, Mohamed V, le père d'Hassan II. Vous avez le territoire du Faisan, 1880, commencé et terminé en 1938. Voilà pour ce qui est de l'Afrique du Nord. Les possessions françaises. Afrique subsaharienne. Nous sommes toujours pendant la colonisation.
qui aurait commencé en 1910 et se serait terminé officiellement en 1960 avec les pseudo-indépendances. Et je ne vais pas insister davantage puisque nous sommes nous-mêmes de l'Afrique subsaharienne. Il faut juste distinguer les deux grands blocs qui ont été organisés par les Français. Le bloc qu'ils ont appelé l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire l'Afrique du centre, dans laquelle je vis, ici au Gabon, et l'Afrique occidentale française, qui est celle qui concerne le Mali d'Assimi Goïta, aujourd'hui. Donc, de 1910 à 1960, soit quasiment 50 ans de pénétration coloniale et de colonisation. Et puis, il y a les territoires sous mandat que la France a eus de la part de la Société des Nations, SDN, en 1914-1918, parce que cette Première Guerre mondiale s'est achevée et que l'on a bâti la Société des Nations. Et puis ensuite, les mêmes territoires sous mandat par l'ONU, donnés à la France, après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est tenue de 1939 à 1945. Ces territoires sont le Cameroun et le Togo. 1918, la France prend donc le protectorat, le mandat du Cameroun et du Togo, et son mandat cesse en 1960 officiellement. Au Moyen-Orient, la France est présente. Elle a aussi le protectorat du Liban de 1920 à 1943 et de la Syrie de 1920 à 1946 et même de la Cilicie qui se trouve en Turquie de 1919 à 1921. La France est présente au Moyen-Orient. Elle est aussi présente en Asie du Sud, dans les Indes françaises. On pense à Pondichéry, naturellement. De 1750 à 1954, quand sonnera l'ère de la décolonisation dans ces zones de l'Asie. La France est présente en Extrême-Orient, en Indochine française, 1862 jusqu'en 1954. Et lorsqu'on parle d'Indochine française, il faut avoir à l'esprit qu'il s'agit du Cambodge, du Laos, du Vietnam, des îles Paracels, des îles Spratleys, du territoire de Guangzhou, Wan en Chine, et puis les îles Henan. La France était présente même en Chine. Elle est présente dans le bassin de l'océan Atlantique. Nord, il y a 4 îles, et sud, il y a une seule île. Elle est présente dans l'océan Indien, avec la Réunion, avec Mayotte, avec tout ce que vous savez. Elle est également présente dans l'océan Pacifique et Antarctique. Bref, la France est devenue un grand empire colonial maritime. Et sa boulimie l'a amené à prendre possession de plusieurs terres. Plusieurs terres. Donc, vous convenez avec moi que la richesse de la France ne s'est pas faite par le travail des Français. Si la France aujourd'hui est grande, ce n'est pas parce que les Français ont travaillé, qu'ils ont été ingénieux, qu'ils ont été industrieux. Non! C'est parce que la France est partie à la conquête du monde à travers les guerres, à travers les possessions coloniales. Elle a donc pu s'enrichir et cet enrichissement s'est fait sur le pillage des ressources naturelles des peuples qui ont été non seulement expropriés, mais pour les plus courageux, massacrés. La France a massacré des peuples dans le monde entier pour prendre possession de leurs terres. Et ça, elle n'en parle jamais. Elle parle de la grandeur de la France. Mais on ne dit pas qu'elle s'est faite cette grandeur sur le sang des humains qui n'ont rien demandé à la France et qui ont eu le malheur simplement de la rencontrer sur son passage. Un jour, on sortira de l'histoire tous ces massacres, tous ces génocides qui ont été perpétrés par la France, qui, de nation insignifiante, médiévale, a fini par devenir une grande puissance coloniale. Cela s'est fait en passant par-dessus des cadavres. Cette histoire n'est pas glorieuse. C'est pourtant cette histoire-là que la France retient
comme étant la grandeur de la France, le grand empire de la France. Oui, mais il a fallu pour cela que des hommes et des femmes meurent, soient tués, assassinés, violés par la France. Alors, naturellement, lorsque la Deuxième Guerre mondiale survint, par la volonté d'un autocrate occidental, un fasciste, Hitler, qui s'était bien rendu compte que l'Allemagne n'avait pas, comme ses voisines françaises, portugaises, espagnoles et britanniques, autant de colonies, a fait le calcul simple, qu'il lui suffisait simplement d'être le maître de ces empires coloniaux occidentaux pour disposer de toutes leurs possessions. Donc, en dominant la France, en dominant la Grande-Bretagne, en dominant les autres empires coloniaux occidentaux, l'Allemagne, automatiquement, prenait possession des différents territoires de ces empires coloniaux. C'est ainsi que l'Allemagne avait l'intention de dominer le monde. Mais son projet a été mis en échec. Grâce aux Africains, pour ce qui est de la France. Grâce à l'obstination de la Grande-Bretagne, qui a refusé de plier, quand beaucoup de nations s'étaient déjà aplaties devant le Troisième Reich. Grâce à l'intervention des États-Unis, qui sont sortis de leur isolationnisme, et grâce à l'armée rouge de Djoukov, à l'armée rouge de Staline. Oui, grâce à ces différentes entités, le projet d'Hitler n'a pas abouti. L'Allemagne nazie a été vaincue et la France a pu éviter d'être une colonie germanique où on aurait parlé l'allemand et on aurait appris les thèses d'Hitler. Ce n'est pas ce qui s'est passé, heureusement. Mais peut-être préciser que pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a été vaincue par l'armée allemande. En moins de 2 mois, les Français ont rendu les armes. On ne dit pas assez que cette France qui semblait si puissante, qui semblait si grande, a pourtant plié le genou en très peu de temps devant la Wehrmacht allemande. Et une grande partie de la France, il faut le dire, a collaboré, a été sous le régime de Vichy. Il faut préciser encore aujourd'hui que le maréchal Pétain, qui n'a rien demandé, qui était tranquillement chez lui à la retraite, a été appelé par la représentation nationale au titre de héros du Verdun, héros de la Première Guerre mondiale. Il a été appelé. On a pensé qu'il pouvait apporter à nouveau un secours important pour que la France arrive à se défaire de l'Allemagne nazie. Philippe Pétain, le maréchal Philippe Pétain, a eu les pleins pouvoirs par le Parlement français. Donc le Parlement français a donné son onction pour le régime de Vichy. Pourquoi la France ne dit pas assez? Pourquoi elle ne dit pas assez qu'elle a rappelé un militaire et qu'on lui a donné les pleins pouvoirs? Et ce militaire a collaboré. Ce militaire a collaboré avec l'Allemagne nazie. Mais il avait la souveraineté populaire. Il avait la représentation nationale qui lui a donné ses pleins pouvoirs. Pourquoi aujourd'hui, seul lui doit porter le propre? Et le peuple français, qui l'a pourtant mandaté, veut maintenant, lui, se mettre à l'écart. C'est injuste du point de vue historique. La France doit accepter que le Parlement français a donné les pleins pouvoirs à Philippe Pétain et que ce dernier s'est mis sous la collaboration, s'est mis sous le régime de Vichy, s'est mis sous l'autorité hitlérienne et que la majorité des Français étaient pour la collaboration. Donc, les parents de Marine Le Pen aujourd'hui, qui ont soutenu le Troisième Reich allemand. Il faut le dire. Il faut le dire quand nous sommes au courant de l'histoire de France. Donc c'est trop facile aujourd'hui d'avoir pour seul bouc émissaire Philippe Pétain. Alors que ce dernier, à la retraite, n'a rien demandé et a été appelé par la représentation nationale française pour qu'il essaye de combattre l'Allemagne nazie. Et il n'a pas fait cela. Il s'est couché. Il a collaboré. Et on parle du régime de Vichy, le régime de la Troisième République française. Il faut assumer ce passé, messieurs les Français, messieurs les dignes et fiers, orgueilleux Français. Assumez
ce passé-là. Démocratiquement, Pétain a été porté au pouvoir par la France. Le régime de Pétain a été soutenu démocratiquement par toute la représentation nationale. Il faut le dire aujourd'hui. Et il y avait la France libre, très petite, minoritaire, portée par De Gaulle en exil et Jean Moulin en France. Quel a été le sort de Jean Moulin? Arrêté, exécuté. Quel a été le sort de Charles de Gaulle? En exil où? En Afrique. En Afrique. Si Charles de Gaulle était si grand et si fort, pourquoi n'a-t-il pas mené la résistance en France? Oui, on aurait voulu qu'il affronte les Panzers. On aurait voulu qu'il affronte Fédor Bock, qui était le général, le marshal général, le grand souverain de France à Paris pour le compte d'Hitler. Pourquoi De Gaulle n'a pas affronté là, à Paris, en France? Pourquoi s'est-il exilé d'abord à Londres, puis en Afrique? Pourquoi est-il venu en Afrique? Pourquoi a-t-il fait de Brazzaville la capitale de la France libre? Pourquoi en Afrique? Et aujourd'hui, aucune reconnaissance. Un mépris total à l'endroit des populations qui pourtant souffraient déjà le martyre sous les Français et ont accepté de se battre pour la France contre la main nazie. Il faut rappeler ces différents faits historiques pour que les gens comprennent à qui nous avons affaire. De Gaulle fuit la France. Il va à Londres. Il a le soutien de Winston Churchill. Le maréchal Philippe Pétain demande que De Gaulle soit rapatrié en France pour être exécuté, car il est un traître à la nation. Churchill ne peut pas refuser, car la France et la Grande-Bretagne sont des nations alliées. Et donc, il se doit de rapatrier De Gaulle. Mais comme Churchill ne veut pas perdre un allié comme De Gaulle, il lui propose donc d'aller en Afrique, ce que De Gaulle fait. Et les Africains n'étaient pas portés à se battre pour les Français, qui les faisaient souffrir pendant la colonisation. Il a fallu qu'on leur dise, en Afrique centrale, Félix Eboué, et en Afrique de l'Ouest, Blaise Diagne, il a fallu qu'on dise aux Africains que s'ils se battent pour la France, si la France est libérée, eux aussi seront libérés. Voilà la promesse qui a été faite à ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, qui étaient en réalité les soldats africains qui sont battus contre les Allemands, quand la plupart des Français eux-mêmes, dans l'Hexagone, ne combattaient plus, avaient rendu les armes. Cette partie de l'histoire n'est pas suffisamment enseignée en France. Eh bien, nous allons l'enseigner maintenant dans ce type de live. Voilà donc la France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'en sort grâce aux Africains. Qui s'en sort grâce aux Africains. Il faut le dire. Ce sont les Africains qui sont allés combattre en Provence. Quand les Américains débarquaient en Normandie. Et quand les Russes arrivaient de Stalingrad. La main était prise en étau. Mais quand il a fallu libérer la France, qu'a fait De Gaulle? De Gaulle a dévêtu les soldats africains qui sont pourtant battus et qui étaient toujours en première ligne. De Gaulle les a dévêtus, il a donné les habits militaires aux Français qui se trouvaient là dans Paris et qui n'avaient nullement combattu. Car il fallait entrer avec des soldats à peau blanche. Vous voyez ce que c'est que la reconnaissance gaulliste? Le mépris, le dédain. Nous parlons de la nation avec laquelle nous traitons aujourd'hui et que certains considèrent comme une nation amie. Voici son histoire. Il faut la connaître. Donc, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la France, qui en réalité, officiellement, a été vaincue, car sous Vichy, le régime français a collaboré. Mais comme une minorité portée par De Gaulle a réussi à laisser entendre que la France était au rang des vainqueurs, eh bien, lorsqu'on a partagé le monde cette fois-ci, la France a réussi à avoir une place au Conseil de sécurité grâce à l'entregent, grâce à l'entremise de Winston Churchill, qu'il avait beaucoup pris en sympathie. C'est Winston Churchill qui permet à la France d'avoir une place au Conseil de sécurité, une place permanente, il faut le dire. Il a convaincu ainsi les Américains et les Russes.
Si Winston Churchill avait considéré que la France sous Vichy avait perdu la guerre, eh bien la France n'aurait pas eu une place au Conseil de sécurité permanent. Sachez-le. Allez consulter les archives de Winston Churchill. Vous verrez que ce que j'ai dit est la pure vérité. La France n'a pas combattu le Troisième Reich, elle a été vaincue. Et donc, elle ne devait pas être au nombre des nations qui ont vaincu l'Allemagne. Non, elle a été vaincue par l'Allemagne. C'est le lien particulier qui a existé entre Winston Churchill et De Gaulle. Et le fait que De Gaulle s'est appuyé sur les Africains. Ce sont ces éléments qui ont joué pour que la France puisse avoir une place au Conseil de sécurité, une place permanente. Sachez-le. Sachez-le. Naturellement, De Gaulle n'a pas tenu sa promesse. Si Churchill a tenu la sienne, De Gaulle n'a pas, vis-à-vis des Africains, tenu sa promesse. Il n'a pas libéré les Africains. Ils ont maintenu ce qu'ils ont appelé l'Union française, qui remplaçait l'empire colonial de France. Et nous sommes là en 1946. Et quand les vagues d'indépendance ont commencé à sonner, et qu'on a rappelé De Gaulle au pouvoir, De Gaulle a proposé le référendum en 1958, dans lequel il proposait la communauté française pour toujours nous garder dans la dépendance totale de l'Hexagone. Donc près de 13 ans après la guerre, 1945, on termine la guerre, 1958, le référendum, De Gaulle ne veut pas tenir sa promesse. Il ne veut pas tenir sa promesse de libérer l'Afrique, qui s'est pourtant battue aux côtés de la France pour la sortir des griffes du nazisme hitlérien. Quelle preuve de reconnaissance, quelle preuve de gratitude De Gaulle a faite à l'endroit des Africains. Ce De Gaulle, voyant venir les indépendances en Afrique, anglophone, a eu l'idée de précipiter les pseudo-indépendances qu'il a adjointes des accords secrets néocoloniaux afin d'avoir la haute main sur le précaré africain qui serait désormais prétendu indépendant. Ça, c'est de la stratégie militaire qu'il faut le reconnaître. Donner une illusion d'indépendance aux Africains, faire croire que désormais nous sommes responsables de notre destin, mais nous sommes tenus par les accords secrets de coopération. Et quand certains essayent d'en sortir, ils sont purement et simplement assassinés. Ce génie De Gaulle a eu. Un génie malsain, un génie cynique. Et jusque-là, il ne tient pas sa promesse de libérer les Africains, bien au contraire. Il veut continuer à les avoir accrochés aux basques françaises. Nous parlons là d'une nation qui se dit amie des Africains. Et nous parlons d'un homme que la classe politique entière vénère. Parce que cet homme aurait libéré la France. Sans préciser que cette libération s'est faite avec les Africains. Aujourd'hui qu'on méprise. Et qu'on veut foutre dehors, hors de la France. Car ils sont à l'origine, justement, par l'immigration, du déclin de la France. Donc, nous avons ces pseudo-indépendances. Et nous avons ces accords secrets de coopération que nous avons rebaptisés au New Power accords secrets néocoloniaux qui tiennent les 14 pays francophones toujours sous le joug néocolonial français. Et le stratagème marche jusqu'à aujourd'hui, car beaucoup d'Africains qui fêtent l'indépendance chaque année ont le sentiment d'être effectivement indépendants par la forme. Mais dans le fond, ils ne manifestent pourtant aucun signe de souveraineté. Et aujourd'hui, on le voit avec le Mali. Le Mali décide d'avoir souverainement d'autres alliés et regardez la réaction de la France. Donc, les accords secrets néocoloniaux disent très clairement que c'est la France qui est souveraine dans nos États. Donc, depuis 1960, la France existe au niveau continental, la France hexagonale. 500 millions de kilomètres carrés environ. Une population de 65 millions.
Elle a des départements et territoires d'outre-mer qu'elle appelle les dom-toms, car les autres possessions, elle les a perdues, soit par achat avec les autres empires coloniaux, soit par des conflits qui ont amené à la décolonisation et donc à l'indépendance de ces colonies. Et puis, elle a encore l'Afrique francophone, pseudo-indépendante, mais qui reste en réalité une néocolonie de la France. Une néocolonie de la France. Voici le rappel historique que je tenais à faire. Je vous l'ai dit, il a été un peu long. Il a été un peu long parce qu'il était important que je vous montre comment une nation insignifiante, arriérée de l'époque médiévale en Europe, réussit à se hisser au rang de 5e puissance du monde, ayant une place permanente au Conseil de sécurité. Pour y arriver, elle a usé de mensonges, elle a usé de ruses, elle a usé de tromperie, elle a usé de duplicité, elle a usé d'hypocrisie, elle a usé d'assassinat, de massacres génocidaires, elle a usé de prédation, d'exploitation des ressources, de pillage des ressources, d'expropriation de terres. Voilà comment que la France s'est enrichie au cours des âges historiques. Est-ce cela la grandeur? Construit-on la grandeur sur le sang des peuples? Je me pose la question. Oui, une tradition matriarcale s'opposera toujours à une tradition patriarcale. Dans la civilisation patriarcale, la vie n'est pas sacralisée. On tue un homme comme on tue un cochon. Mais dans la civilisation matriarcale, qui caractérise l'Afrique, comme nous l'a appris Cheikh Anta Diop, la vie est sacralisée. La mère qui donne naissance à la vie a, mieux que quiconque, le sens important de ce qu'est une vie, qu'elle a porté pendant 9 mois dans son sein. Donc en Afrique, nous avons toujours sacralisé la vie. Et tout ce qui a été réalisé à l'Afrique dans la grandeur ne s'est jamais fait sur le sang de l'être humain. Les pyramides d'Égypte, les sphinx, les temples, le Medu Nature, l'écriture, le calendrier, tout cela ne s'est pas fait en piétinant, en écrasant, en tuant, en massacrant. Non! L'Afrique a eu sa grandeur par l'élévation spirituelle et la connaissance mathématique de la matière. Non en pillant, non en écrasant. Mais quand on parle de la grandeur de la France, on voit ses possessions et on ferme les yeux sur les massacres qui ont permis justement la matérialité de ces colonies, la matérialité de ces possessions. Quels sont les enjeux? Nous entrons là dans le 2e chapitre, après le rappel historique. Quels sont les enjeux? Mais pour la France, il y a un enjeu à 3 volets. Premier volet, elle doit maintenir son standing aujourd'hui obtenu. Son standing de nation industrialisée européenne. Son standing de grande puissance mondiale. Elle doit maintenir ce standing-là. Elle doit toujours avoir une place permanente au Conseil de sécurité. Et enfin, il lui faut, pour toujours être cette grande nation mondiale, maintenir les dom-toms et l'Afrique sous cloche. Voici les 3 enjeux aujourd'hui pour la France contemporaine, qui tient à demeurer une grande puissance pour tutoyer la Russie de Vladimir Poutine, tutoyer la Chine de Xi Jinping, tutoyer les États-Unis de Joe Biden et tutoyer la Grande-Bretagne de Élisabeth II. Si la France veut pouvoir s'exprimer comme une grande puissance, eh bien, elle a besoin d'abord, sur le plan hexagonal, sur le plan des dom-toms, de maintenir son standing de nation européenne. Et pour cela, elle a besoin d'avoir des entreprises, des multinationales qui apportent beaucoup d'argent. Elle a besoin d'avoir un CAC 40 qui soit performant, qui apporte beaucoup d'argent à la France. Et on a vu qu'aujourd'hui, c'est la richesse nationale française dans le capital plutôt que dans le travail. De moins en moins, on ne crée des emplois en France. Par contre, il y a une capitalisation spéculative et boursière.
Et tout cela, malheureusement, crée la grogne sociale et populaire qui monte. On a vu les événements des Gilets jaunes. Donc, il y a néanmoins cette volonté d'avoir, pour la France, cette puissance financière grâce aux entreprises du CAC 40. Mais le deuxième volet, qui permet à la France de maintenir son standing de nation industrialisée européenne, assurer aux Français d'avoir toujours cette possibilité qu'ils ont de vivre comme des pachas. C'est ça le niveau de vie, le pouvoir d'achat. Il faut aussi demeurer une grande puissance. C'est le deuxième enjeu pour la France. Une population française riche, qui est bien positionnée sur l'indice IDH, bien positionnée sur le PIB, bien positionnée sur le PNB, mais aussi être une puissance mondiale au Conseil de sécurité en ayant une place permanente et être cette puissance nucléaire avec un uranium qui ne vient pas de France, qui est venu d'abord du Gabon et aujourd'hui du Niger. Donc rien que ces deux pays ont permis à la France d'être cette puissance nucléaire, à la fois civile et militaire. Militaire car elle a l'arme nucléaire, et civile car elle a les centrales et les réacteurs qui produisent de l'énergie. Et la France n'a pourtant pas une seule goutte, une seule mine d'uranium. Mais cet uranium fait de la France une puissance nucléaire qui lui donne une place permanente au Conseil de sécurité. Et cet uranium vient du Gabon, puis du Niger. La France doit demeurer une grande puissance au Conseil de sécurité parce qu'elle doit être le pen holder des pays francophones. Elle doit avoir à sa botte, derrière elle, tous les pays francophones qui vont toujours aller dans le sens des résolutions qu'elle prend. Et c'est elle qui prend les résolutions pour nos pays prétendus souverains. C'est elle qui décide d'embargo au Mali, qui décide d'embargo des armes au Centrafrique. C'est cette position-là qui dénie toute souveraineté aux Africains, qui fait que la France ait cette place au Conseil de sécurité, cette place permanente. Voici le deuxième enjeu pour la France. Et là, nous sommes impliqués à deux niveaux. Sur le plan diplomatique, les 14 pays francophones doivent toujours s'aligner derrière les positions françaises. Donc ça donne à la France un poids. Et sur le plan nucléaire, les mines d'uranium ne se trouvent pas en France. Elles sont d'abord au Gabon et aujourd'hui au Niger. Et peut-être demain au Mali. Ce qui explique la déstabilisation que nous constatons. Troisième enjeu, qui est sous-jacent au deuxième. La France doit maintenir l'Afrique francophone sous cloche. Si elle veut accéder aux énormes richesses de façon gratuite ou à prix bas, comme c'est le cas, si elle veut accéder à ces richesses en Afrique, il est bien pour la France d'avoir ces pays sous sa tutelle, de sorte qu'elle décide du prix qu'elle veut, du bas prix qu'elle veut, pour prendre telle richesse en Afrique. Et il y en a tellement. Imaginez que l'Afrique soit indépendante. Bien, nous pourrons avoir la situation aujourd'hui que la Russie a vis-à-vis du gaz, à l'endroit des industries occidentales qui ont besoin du gaz liquéfié qui est transvaluté dans les différents pipelines de la Russie vers l'Europe en passant par l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui qui est à l'origine d'une crise et on sait pourquoi. Donc si l'Afrique est comme Poutine, indépendante, elle peut imposer le prix de ses matières premières. Le gaz va coûter cher bientôt en Europe à cause de cette crise en Ukraine. Vous allez voir comment les pays européens vont trembler devant Poutine. Car il suffit simplement de couper le gaz. Et il n'y a plus d'énergie en Allemagne et il n'y en a plus dans beaucoup d'autres pays de l'Europe. C'est une puissance en matière première. C'est en Afrique qu'on dit qu'elle ne vaut rien. Ce qui importe, c'est la plus-value, le produit manufacturé. Mais là, le gaz de Poutine, c'est la matière première. Et c'est un moyen de pression pour imposer ses vues à la réalité ukrainienne. Mais on reviendra sur cette question des géopolitiques internationales dans un autre direct. Aujourd'hui, restons sur l'Afrique francophone qui doit rester sous la coupole de la France,
car la France ainsi accède, comme elle veut, aux matières premières africaines. Et ainsi, son industrie peut tourner, peut fonctionner, alors que la plupart des minerais dont l'industrie française a besoin n'existent même pas dans le sous-sol français. Outre les richesses naturelles, la France dispose, pour maintenir l'Afrique francophone sous sa cloche, du système monétaire nazi, néocolonial qu'est le franc CFA, qui lui permet d'avoir toutes les réserves de devises étrangères africaines. Quand les Africains de la zone francophone vendent leurs richesses, leurs matières premières sur la place internationale, tout l'argent qui est perçu vient dans le compte du Trésor public en France. C'est une énorme richesse, un énorme capital financier que nous donnons à la France. Imaginez un mari polygame, 14 femmes. Les femmes travaillent. Et quand chacune a récolté son butin, elles viennent toutes déposer l'argent au pied du mari. Le mari fait après de cet argent ce qu'il veut. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Alors imaginez maintenant que les femmes gardent leur argent pour elles. Comment fera le mari encore, qui n'aura plus à ses pieds toutes ses réserves? Voici les enjeux pour la France contemporaine, qui ne veut pas redevenir la France médiévale, insignifiante, sans influence dans le monde, qui veut continuer après son passé de grandeur, mais j'ai qualifié ce que nous attendons par grandeur en Afrique, j'allais dire après son passé de malheur, mais qu'elle considère comme grand, est devenue finalement une grande puissance qui trône au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais elle entend y demeurer. Elle ne veut pas lâcher la grappe, la France. Elle veut demeurer cette puissance-là. Même si elle n'en a plus les moyens. Et même si les peuples, aujourd'hui, se rebellent et veulent maintenant accéder à leur indépendance, à leur souveraineté. Elle s'y oppose. Car vous le comprenez, cela pourrait remettre en cause sa grandeur. Grandeur à laquelle elle est attachée. Grandeur, je vous l'ai dit, qui ne tient pas au travail, au courage des populations françaises hexagonales et qui tient au pillage des ressources effectuées dans les différentes possessions coloniales françaises au cours du temps. Donc, la France ne voulant pas lâcher, elle s'arc-boute sur un outil contemporain qu'a légué à la République française le général de Gaulle. Cet outil, c'est la France-Afrique. Alors, certains Africains disent que la France-Afrique n'existe plus. Depuis la mort de Jacques Foccart, depuis le départ de Robert Bourgi, la France-Afrique n'existe plus. Voilà. C'est une approche bien naïve de le penser. La France-Afrique existe toujours. Et elle évolue sur trois dimensions. Trois dimensions que je vais maintenant vous présenter. Chacune des dimensions présentant des piliers fondamentaux que nous devons absolument connaître et briser. Les trois dimensions sont les suivantes. La première est celle que j'ai qualifiée de strong power. Strong power. C'est-à-dire le pouvoir puissant, fort, brutal. Il est symbolisé par deux piliers. Le pilier militaire et le pilier politique. Le pilier militaire, ce sont les 4 bases permanentes que la France a en Afrique. Une base à Djibouti, la plus importante. Une base à Libreville, pour contrôler toute l'Afrique centrale. Une base à Dakar, pour avoir un regard sur le golfe de Guinée. Et une base à Abidjan, pour contrôler le Sahel. Donc, comme nous l'a appris le professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, ou Africa, dont je salue le travail. Excusez-moi. Donc, je parlais de Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, dont je salue le travail intellectuel, et même le fait qu'il s'engage en soutenant le gouvernement du Mali, car récemment, il était à Bamako, il a été reçu par le président Assimi Goïta, et on espère qu'il sera un très bon conseiller. C'est un bon signe que le gouvernement du Mali envoie lorsqu'il décide de s'offrir les services intellectuels d'un intellectuel africain de haute voltige comme
M. Franklin M. Wakabrun, qui est un Camerounais, mais qui veut et qui se bat pour une Afrique de liberté. Et cela, nous apprécions. Nous apprécions, comme nous avons apprécié le voyage de Mme Nathalie Yambe en Centrafrique, lorsque ce pays a réussi à se débarrasser des rebelles qui, comme vous le savez, de la CPC étaient soutenus discrètement par la France. Donc le double jeu français désormais est connu. Il faut maintenant que les chefs d'État africains prennent conscience qu'on ne peut pas travailler avec l'adversaire qui passe son temps à nous torpiller dans le dos. Donc, Franklin Amisi au Cameroun est parti au Mali, mais avant, il avait expliqué le carré magique militaire de pouvoir qui permet à la France d'encercler son précaré africain. Il avait expliqué, et j'avais suivi avec beaucoup d'attention. Effectivement, si vous prenez Djibouti, vous tracez un trait de Djibouti à Libreville, de Libreville, vous tracez à Abidjan, d'Abidjan, vous tracez au Dakar, de Dakar, vous tracez à nouveau à Djibouti, eh bien vous avez un carré militaire qui permet à la France de pouvoir mener des opérations dans des délais très courts grâce à ces dispositifs militaires qui sont en Afrique. Les bases militaires françaises sont des bases d'occupation, il faut le savoir. Ce sont des fortins comme du temps de l'Empire romain, où pour marquer sa présence dans le territoire étranger qu'on a conquis, on mettait des forteresses militaires, des fortins. Et les bases militaires françaises, c'est cela, des fortins qui garantissent à la France d'avoir toujours accès aux matières premières africaines et de garantir ses intérêts. Donc, le pouvoir militaire est un strong power qui a pour but de dissuader toute tentative de se récuser et de récuser la France. Et naturellement, quand vous essayez de le faire, vous êtes déstabilisé. Et on connaît les chefs d'État qui ont été assassinés, qui ont été tués par l'armée française ou avec la complicité de l'armée française. Je ne reviendrai pas sur cette cohorte d'assassinats qui un jour devront faire l'objet de procès contre la France. Quand l'Afrique francophone sera souveraine, ces procès seront sur la table. Il y a déjà le procès de Thomas Sankara, il faut s'en féliciter. Eh bien, un jour, il faudra qu'il y ait le procès de Garta Tombalbaye. Il faudra qu'il y ait le procès de Barthélemy Boganda, le procès de Ruben Oumniobe, le procès de Félix Moumié, le procès de Castor Osende Afana, le procès de Jean Memba, le procès de Joseph Rendjambé, le procès de Sylvanus Olympio. Il faudra tous ces procès et la France devra en répondre. Car dans tous ces assassinats, elle est présente. Discrètement, mais elle est présente. Et la liste que j'ai citée n'est point exhaustive, vous vous en doutez. Donc voilà pour ce qui est du strong power, la base militaire. Et naturellement, la politique. Oui, la politique, c'est de la force. Lorsque les accords de coopération néocoloniaux sont là, eh bien, ces accords donnent à la France toute souveraineté sur les territoires africains. Elle décide à notre place. Elle fait des choix importants contre nous, mais dans ses seuls intérêts. Et celui qui boude, il ne bouge pas, comme disait notre ami. Celui qui boude, il est simplement assassiné. Donc cette puissance politique se fait avec l'adossement de la puissance militaire. Donc vous comprenez l'importance pour la France d'avoir des bases militaires en Afrique. Si elle perd ses bases militaires en Afrique, elle perd sa puissance politique. C'est la raison pour laquelle nous devons tous militer pour le démantèlement et le départ des bases militaires françaises. L'Afrique est capable, comme du temps du Moyen-Âge, d'avoir des armées africaines capables de défendre l'Afrique. J'en suis persuadé. Voilà pour ce qui est du strong power. Première dimension des piliers de la France-Afrique. Passons maintenant au money power, l'argent. L'argent. Toute population, toute nation vit d'économie. Il faut échanger, il faut commercer pour vivre. Acheter du lait, acheter une chemise, payer l'école de ses enfants. Tout cela participe de l'économie d'une nation. Et cette économie se fait sur la base de la monnaie.
qui est la marchandise d'échange. Dans le money power, la deuxième dimension des piliers de la France-Afrique, la France contrôle à travers la monnaie néo-nazie, néocoloniale, la France contrôle l'économie politique africaine. C'est elle qui décide qu'il n'y aura pas d'investissement important. Par exemple, dans le domaine de l'industrialisation. La France, aujourd'hui, parce qu'elle contrôle notre monnaie, a décidé que les pays de la zone franc devaient être des pays sous-développés. C'est sa volonté. Ne soyez pas dupes. Celui qui contrôle la monnaie d'un pays contrôle l'évolution économique de ce pays. Si la France voulait que les nations africaines de la zone francophone soient développées, soient industrialisées, ben elle aurait piloté la monnaie de franc CFA dans ce sens. On voit qu'elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas dans son intérêt de voir les pays africains s'affranchir de la France et d'avoir un développement qui leur permet d'être autonome. Comment la France va-t-elle encore accéder librement à des richesses? Elle va désormais en concurrence, et propriétaire même de ces richesses-là. Donc il n'est pas intéressant pour la France que l'Afrique se développe et avec le pilotage qu'elle fait de la monnaie du franc CFA, eh bien, elle s'assure ainsi que l'Afrique sera toujours dépendante. Et cette dépendance, on le voit bien sur le plan financier. Deuxième argument du soft power, du money power, pardon. On nous parle d'une aide publique au développement. Très bien. La France parle de l'APD, aide publique au développement, qui serait appuyée par une agence, l'agence publique l'AFD, l'Agence française du développement, qui est censée conduire la politique française d'aide publique au développement. Depuis 61 ans que cette aide publique existe, semble-t-il. Depuis la dette que nous connaissons et que Thomas Sankara avait fustigé avant qu'on l'assassine. Depuis même le surendettement que l'Afrique francophone observe. Avez-vous vu des traces de développement en Afrique francophone? Dans mon dernier live sur l'aide publique au développement, j'ai montré que aucun pays francophone ne figure sur les 10 meilleurs pays d'Afrique. On nous retrouve parmi les pays les plus pauvres. Dans les 25 pays les plus pauvres, nous sommes les 13 pays présents dans cette catégorie des pays du monde les plus pauvres. Donc, où est le développement? Quel est le bilan de l'aide publique au développement? Quel est le bilan de ce surendettement? C'est une question fondamentale. Un esprit éclairé comprend tout de suite que la France ne peut pas prétendre aider les Africains, elle qui est une grande puissance économique, qui a des accords de coopération, qui a en Afrique tous les atouts, tous les leviers pour que l'Afrique se développe à ses côtés. Et puis 60 ans après, on constate que nous sommes les pays les plus pauvres de la Terre. Ça veut dire clairement qu'il y a un discours qui est tenu, mais dans les faits, dans la réalité, la France n'entend pas voir l'Afrique francophone se développer. Il faut le comprendre. Et l'endettement, le surendettement, c'est pour nous rendre encore plus dépendants d'elle. Et elle nous tient toujours. Et nous sommes toujours accrochés à ces basques. Sortir du franc CFA est là le prochain challenge. Donc, deux dimensions vous sont présentées des piliers de la France-Afrique. La dimension strong power, avec comme argument l'argument militaire et l'argument politique, et la dimension money power, avec l'argument monétaire et l'argument financier. Terminons avec le soft power, beaucoup plus subtil, moins évident, mais pourtant bien présent. Le soft power, c'est faire passer de manière subliminale des informations dans la tête des Africains sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et surtout sans qu'ils aient l'impression d'être agressés. C'est en cela que c'est très subtil, c'est éthéré. Vous avez la francophonie, qui est là, et qui prône la langue française, qui prône la culture française, mais au détriment de quoi? Au détriment des langues africaines, au détriment des cultures, des valeurs africaines. Donc, quand on fait la promotion de la francophonie, naturellement, nous nous enfonçons dans
une aliénation culturelle. Parce que nous ingurgitons, nous avalons en permanence l'enseignement de l'école coloniale qui fait de nous finalement des enfants éternels assistés de la France. L'enseignement que nous avons depuis le primaire jusqu'au supérieur est un enseignement en français qui véhicule les valeurs françaises et donc qui nous donne un mode de pensée qui est celui de l'école coloniale. Est-ce que ce n'est pas cela, l'aliénation culturelle? Mais nous le pratiquons depuis maintenant 61 ans. Il faut s'en rendre compte. Deuxième chose, il y a les médias. Ça a été une bonne chose qu'en 2019, Africa numéro 1, la voix panafricaine, meurt. Ça a été une très bonne chose. Car dès lors, il n'y avait plus de rivalité sur le plan de la ligne éditorialiste. La France pouvait, à souhait, formater les esprits africains selon sa façon de voir, selon ses schémas de pensée, de sorte que nous comprenions le monde à travers sa lecture, à travers son prisme. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains ont du mal à réfléchir en dehors du cadre méthodologique, du cadre intellectuel, du cadre politique proposé par la France. Et donc, nous reprenons à notre propre compte des thèses qui sont pourtant contre nous. Heureusement qu'aujourd'hui, des médias comme Afrique Média au Cameroun, comme Russian Today pour la Russie, comme Press TV pour l'Iran, proposent d'autres formes de lignes éditoriales. Et nous pouvons ainsi faire des comparaisons et peut-être mieux situer la vérité. Mais il nous faut sortir de cette propagande médiatique française qui est un véritable lavage de cerveau, qui formate les opinions africaines et qui fait la propagande subtile de la néocolonisation française. Et cette propagande se résume en un seul mot, en une seule phrase. Sans le maître colonial français, eh bien, point de salut, point de développement pour l'Afrique francophone. Tant et si bien que les Africains pensent que sans la France, on ne peut pas développer notre continent. Il faut qu'on s'appuie sur elle, c'est une grande puissance. Pourtant, le Rwanda a fait la démonstration du contraire. Et peut-être demain, le Centrafrique et le Mali. Expérience à suivre. Vous avez donc entendu les trois dimensions qui façonnent les piliers de la France-Afrique, que vous tous vous connaissez. Vous connaissez les bases militaires, elles existent bien. Nous avons le cas du Mali, qui est aujourd'hui d'actualité. Vous avez les politiques qui sont liés aux accords secrets néocoloniaux, cachés à la connaissance du peuple, et c'est volontaire. Et nous subissons tous des politiques que nous n'acceptons pas quand nous décidons d'élire un président et on nous impose un autre qui n'a pas gagné. Et lorsque le peuple n'est pas d'accord avec cette imposition, l'armée frappe, l'armée du pays frappe, et les bases militaires, si elles sont installées, n'agissent pas. Parce qu'elles soutiennent en fait cette forme de hold-up électoral. Voilà pour le soft power. Le money power, je l'ai dit, c'est le franc CFA. Et nous avons appris hier, même si c'est un épiphénomène pour nous, que la Banque centrale de France, dans son institut d'émission à Chamalières, a brûlé. Faut-il s'en réjouir? Ou est-ce un signe destin? Les Français doivent comprendre. Le surendettement de l'Afrique ne s'explique pas si le développement n'est pas au rendez-vous. Donc, on ne peut pas continuer à nous endetter et encore moins à rembourser une dette qui n'a servi à rien. Et le soft power, c'est la francophonie, c'est les enseignements en français, c'est la culture française dont on s'abreuve et naturellement RFI, France 24, TV5 Monde qui ne font que propager subtilement la néocolonisation culturelle. Voici les piliers, vous les connaissez. Nous devons abattre chacun de ces piliers d'ici 2030, de sorte qu'il n'y ait plus de France-Afrique. Pour que la France cesse d'être
par la France-Afrique un ennemi et par la France officielle et des réseaux un adversaire et deviennent la France partenaire avec qui nous pouvons discuter. Mais ce chapitre, le dernier, avant la conclusion, nous pose la question. Que serait la France sans la France-Afrique? Quelles sont les conséquences immédiates si en 2030, tous les piliers que je vous ai présentés là sont abattus? Quelles seraient les conséquences immédiates? Qu'est-ce que l'on verrait? D'abord, au niveau du strong power, la partie militaire et politique. Si toutes les bases militaires de la France en Afrique sont démantelées, si les troupes françaises repartent chez elles, comme d'ailleurs les Américains sont partis de France à la demande de Charles de Gaulle, eh bien, de mon point de vue, il y aura forcément la question du siège, de la place permanente, du siège permanent de la France au Conseil de sécurité. Car c'est justement parce qu'elle avait ses bases militaires qui lui assuraient une tutelle des pays francophones que la France pouvait se prétendre une grande puissance. Si ces bases militaires partent, la question de sa présence se pose. Et là, la proposition allemande d'une Europe fédérale qui pourra avoir une place au Conseil de sécurité aurait maintenant tout son sens. Proposition aujourd'hui que la France récuse. Elle veut bien être européenne, mais tant qu'on ne touche pas à son siège permanent au Conseil de sécurité. Mais si elle perd ce siège, alors l'Allemagne pourra toujours dire, mais dans ce cas, avançons vers l'Europe fédérale, que la France ne veut pas. Car une Europe fédérale serait forcément à l'avantage de l'Allemagne, qui elle-même est d'essence fédérale. Donc, ce sont les thématiques du futur que la France devra affronter lorsqu'elle va perdre la France-Afrique et lorsqu'elle va peut-être commencer à être critiquée quant à sa présence au Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Il est possible aussi que, n'ayant plus les bases militaires, n'ayant plus les accords secrets de coopération qui imposent aux Africains une attitude de vassal vis-à-vis de la France, mais que la France n'ait plus cette facilité qu'elle avait d'accéder aux matières premières. Et que donc elle va devoir payer les matières premières comme les autres pays le font. Elle va devoir travailler, ce qu'elle ne fait plus depuis un bon bout de temps, car elle vit de prédation, de pillage, de rente, depuis maintenant l'esclavage, depuis 661 ans. La France vit de rente, elle vit de pillage, elle vit de prédation. Elle a été habituée à cela, à l'état providentiel. Donc il est possible, mais qu'elle perde sa position de cinquième puissance pour descendre peut-être à des positions subalternes. Aujourd'hui, la France a une population de 105 millions d'habitants. Et elle a un PIB de 3140 milliards de dollars. C'est énorme. Mais si demain, elle perd justement cette force qui donne cette puissance-là, elle peut se rapprocher de la position voisine de l'Italie, qui elle est à 2 milliards 272 milliards, 2 milliards 272 millions de dollars de PIB, avec une population voisine de 60 millions, mais elle est au 8e rang mondial. Et elle n'est pas au Conseil de sécurité. Elle pourrait se rapprocher de l'Espagne, ancienne puissance coloniale, qui a partagé le monde au traité de Tordesillas et qui aujourd'hui occupe le 14e rang, qui n'a plus aucune influence sur le plan international, même s'il a une population de 47 millions, avec un PIB de 1 milliard 570 milliards, non, 1 milliard 570 millions de dollars de PIB. Donc, n'ayant plus un outil qui lui permettait d'être une grande puissance, la France va, de manière inéluctable, descendre de son rang de 5e puissance vers peut-être le rang de l'Italie, 8e, ou peut-être même le rang de l'Espagne, 14e. C'est ce que la France redoute. Au niveau du money power, le money power, c'est l'argent. Mais, je vous l'ai dit, si vous abolissez la vie rentière que la France a instituée depuis la traite négrière, soit depuis le XVIe siècle, parce qu'elle vit de prédation et de vie de pillage désormais, un peu comme un enfant de riche qui ne travaille plus, qui reçoit toujours l'argent de son père. La France vit ainsi depuis. Si elle n'a plus justement l'accès à ces ressources faciles, si elle ne peut plus accéder gratuitement ou à vil prix aux matières premières africaines,
Si les réserves en devises étrangères des pays africains ne transitent plus par le compte public à cause du système du franc CFA, si tout cela n'est plus possible, la France n'aura plus d'autre choix que de reconvertir son modèle politique et économique si elle veut se maintenir à la page. Car toutes ces facilités aujourd'hui qu'elle a et qu'elle a consolidées au cours du temps, si elle les perd, il va donc falloir maintenant qu'elle travaille, qu'elle s'inspire du modèle allemand qui lui aussi a tout perdu à la fin des 2 grandes guerres mondiales que l'Allemagne a livrées. L'Allemagne s'est reconstruite en se basant sur un nouveau modèle politique et économique qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance économique d'Europe après avoir perdu 2 grandes guerres mondiales. Pourquoi? C'est parce que les Allemands ont une philosophie que l'on résume en une seule phrase. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Les Allemands sont des bosseurs. Ils travaillent beaucoup, on le sait. Ce n'est pas des jouisseurs. Ce n'est pas, comme disait Mme Merkel, le club Méditerranée. En Allemagne, on bosse. Souvent dans le consensus, pour l'intérêt général. Et avec la fédéralité, on respecte les différents génies. On ne les oppresse pas. La France peut-elle reconvertir son modèle? La France peut-elle imiter l'Allemagne en étant dépossédée de toutes ses possessions, territoires d'outre-mer, départements d'outre-mer, France-Afrique, c'est-à-dire Afrique francophone? La France peut-elle, ayant perdu tout cela qu'elle a conquis au cours du temps, redevenant une simple France hexagonale, la France peut-elle se hisser au rang de 2e puissance économique comme l'Allemagne l'a fait en devenant la première puissance économique européenne? La France le peut-elle? Voilà la France sans la France-Afrique. Les enjeux en Europe. C'est une question à laquelle la France sera confrontée d'ici 2030, lorsque la France-Afrique aura été abattue par les Africains. Il serait déjà intéressant pour elle qu'elle y réfléchisse, qu'elle n'improvise pas. L'Allemagne, en perdant la Deuxième Guerre mondiale, a reconçu son modèle politique et économique. La France devrait être inspirée de reconcevoir un modèle où elle n'a plus accès facile, elle n'a plus accès gratuit ou à vil prix aux matières premières africaines. Elle ne dispose plus des réserves du franc CFA, des pays africains. C'est son avenir dont il est question là, sans la France-Afrique. Enfin, parlons de la France-Afrique, la France sans la France-Afrique, où la dimension du soft power est mise à mal. Car en entretenant le soft power, la France continue à avoir avec elle des Africains qui sont gagnés à sa cause, puisqu'ils réfléchissent comme veulent les Français, et ce formatage de l'opinion africaine, ce lavage de cerveau se fait de manière insidieuse, de manière subliminale, de sorte que la France a toujours en Afrique des gens qui pensent que sans elle, on ne pourra pas y arriver. Mais si nous mettons en place, par exemple, des éléments fondamentaux de l'africanophonie ou de la kamitophonie, c'est-à-dire que nous commençons à revenir à nos propres langues, nous repartons sur nos propres valeurs. Nous amenons les Africains à se repositionner, à se resituer sur eux-mêmes. Donc, le schéma de pensée qu'ils vont avoir ne sera plus celui que leur impose de manière inconsciente les Français. Mais ce sera un schéma qu'ils auront voulu eux-mêmes parce qu'ils veulent s'approprier des traditions qu'on leur a fait perdre au cours du temps. Donc, avec des langues africaines qui seront de plus en plus officialisées dans l'espace public et avec la restauration des valeurs culturelles kamites dans les champs politiques, économiques et sociaux, eh bien, nous avons la possibilité de redéfinir une personnalité kamite, une personnalité africaine régénérée, et donc de s'inscrire en dehors du schéma d'aliénation ou d'assimilisation prôné par la francophonie. Nous allons mettre à mal le soft power français. Le soft power français, nous allons le mettre à mal à travers simplement cette nouvelle dynamique que nous qualifions de kamitophonie ou d'africanophonie. Et à côté de cela, naturellement, l'émergence de chaînes médiatiques, de presse classique ou de web TV en langue africaine, où nous allons véhiculer des valeurs africaines, aux accents
panafricaniste. Nous allons prôner le panafricanisme, toute chose qui aujourd'hui n'existe pas. On continue à faire croire aux Africains que c'est dans le concept d'État-nation que nous allons bâtir l'Afrique. Qu'il faut d'abord que chaque État-nation créé artificiellement se dote d'une sorte de pouvoir, d'une sorte de souveraineté, pour qu'ensuite maintenant, comme l'Europe, on se mette ensemble. Non! Il y a une autre façon de procéder. Il y a une autre logique. Cette logique suppose la dynamique néo-panafricaniste et elle peut être appuyée par l'émergence de médias mainstream africains qui vont faire la concurrence aux médias mainstream du néocolonialisme. Cela est parfaitement possible. Et c'est l'idée du Premier ministre Abiy Ahmed qu'on a voulu déstabiliser en Éthiopie. Donc, voyez-vous, nous sommes vraiment dans une perspective possible, mais difficile. Celle de faire en sorte que, dans les 8 prochaines années, la France-Afrique ait vécu. La France-Afrique soit morte, abattue par les Africains. C'est nous qui allons la battre. Ce ne sont pas les présidents français élus sous la 5e République qui le feront. C'est nous, Africains, qui devons abattre la France-Afrique. Abattre le strong power, abattre le money power, abattre le soft power. C'est cela que nous devons réaliser. Et quand on aura fait cela, la France va maintenant se poser la question de sa survie en tant que grande puissance mondiale, ne s'appuyant plus que sur la force du poignet, la force des idées, la force des Français hexagonaux. La force des Français hexagonaux. C'est cela en réalité, le véritable challenge. Je vais maintenant conclure cette communication politique en disant la chose suivante. Je voulais montrer une France arriérée, une France insignifiante à l'époque médiévale, a réussi en l'espace de 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles à s'élever au rang de puissance mondiale ayant un siège permanent au Conseil de sécurité. Je l'ai dit que ce n'est pas par la force du poignet, ce n'est pas par la simple intelligence des Français hexagonaux. Il a fallu partir à la conquête des terres, et ça s'est fait par l'esclavage et par la possession des différents territoires que la France a eu dans le monde entier, et je vous les ai cités. Et ces possessions se sont faites par le mensonge, la tromperie, la duplicité, l'hypocrisie, l'assassinat, le génocide parfois, les massacres, et après l'expropriation des terres et le pillage des ressources de ces terres. Donc la grandeur de la France s'est construite, vous le voyez, par le sang, par la guerre. La grandeur de la France s'est construite sur les cadavres. En Afrique, on n'appelle pas ça la grandeur, on appelle ça le malheur. Question de point de vue. Donc, pour maintenir ce statut de plus en plus contesté, De Gaulle a proposé à la France républicaine aujourd'hui, qui en est l'héritière, il a proposé le piédestal français. Qu'est-ce que le piédestal français? La France est en réalité une puissance moyenne. En réalité, quand vous regardez la France, sa superficie hexagonale et sa population, c'est une puissance moyenne qui équivaut à celle de l'Italie ou bien à celle de l'Espagne. Je l'ai dit tantôt. Mais comment se fait-il qu'elle se retrouve à côté de la Chine, qui a près de 1 milliard et quelques d'individus, à côté de la Russie, qui a 300 millions d'individus, à côté des États-Unis, qui ont 300 et quelques millions d'individus? Comment la France peut se retrouver à côté de ces puissances-là? Comment peut-elle tutoyer la Russie, tutoyer la Chine, tutoyer la Grande-Bretagne et tutoyer les États-Unis? Mais c'est parce qu'elle a besoin d'un piédestal pour se hisser à la taille des autres grandes puissances. Et quelles sont les différentes marches de ce piédestal? Vous avez d'abord les territoires d'outre-mer. C'est un premier piédestal. Première marche du piédestal. Vous avez ensuite les départements d'outre-mer. C'est une deuxième marche du piédestal. Et puis enfin, vous avez la troisième marche, c'est l'Afrique francophone. Donc quand la France monte sur ce piédestal à 3 marches, eh bien elle arrive à avoir la taille des États-Unis. Elle arrive à avoir la taille de la Chine et des autres puissances. C'est cela, le piédestal français, proposé par De Gaulle et arc-bouté, organisé autour de la France-Afrique, que nous devons absolument abolir. Donc la grandeur de la France ne tient pas au génie de son peuple seulement. Il tient surtout, de notre point de vue,
à la France-Afrique. La France-Afrique participe non seulement à la grandeur de la France, mais à la petitesse de l'Afrique francophone. Il faut que l'Afrique francophone soit petite pour que la France soit grande. C'est cela le piédestal français, c'est cela le paradigme gaulliste, dans lequel se trouve la 5e République française depuis 1958. Donc, vous voyez que dans un principe de vase communicant, la grandeur de Kama, si nous voulons être grands, oblige le déclin de la grandeur française en Afrique francophone. C'est cela. Si la France, pour être grande, doit écraser l'Afrique francophone, bien si l'Afrique francophone veut être grande, elle doit écraser la France-Afrique. Et parce que la France ne veut pas être petite, il lui faut écraser les pays africains d'espace francophone. C'est pour cela qu'elle soutient les dictatures france-africaines qui écrasent les pays d'Afrique francophone. C'est aussi simple que ça. Le rayonnement de la France comme grande puissance en Afrique ne peut se faire que si l'Afrique francophone reste une marche du piédestal français. Sans son piédestal, la France ne peut pas tutoyer les grands de ce monde. Sans son piédestal, sans la France-Afrique, eh bien la France serait une puissance mondiale sans influence planétaire comme l'Italie, comme le Portugal et comme l'Espagne, qui, je vous l'ai dit, se sont partagés le monde. Aujourd'hui, que pèse le Portugal, qui fut une grande puissance au XVe siècle? Que pèse l'Espagne, qui fut une grande puissance? La France résiste. Mais quand elle va perdre son piédestal, comme l'Espagne et le Portugal ont perdu les leurs, quand elle perdra son piédestal, elle deviendra la puissance moyenne qu'elle est. Une simple puissance moyenne, hexagonale, de continent asiatique, car comme vous le savez, l'Europe n'est que la partie occidentale de l'Asie. Nous disons donc que la renaissance de Kama, du continent, cette renaissance exige la fin de la grandeur de la France en Afrique francophone. C'est quand l'Afrique francophone sera libérée définitivement de l'impérialisme français que nous allons pouvoir nous joindre aux Afriques qui, depuis les années 60-70, sont désormais libres. C'est nous qui sommes aujourd'hui l'élément bloquant de la renaissance africaine. Tant que l'Afrique francophone ne s'est pas arrimée aux autres Afriques indépendantes, nous ne pouvons pas construire l'État fédéral continental africain, que nous appelons, nous, les néo-panafricanistes de tous nos voeux. Mais pour cela, pour que ce projet puisse être mené à bon terme, il faut que, si nous voulons recommencer en 2030, dans les 8 prochaines années, nous abattions la France-Afrique. Nous abattions les 3 dimensions de la France-Afrique. C'est le travail que chacun de nous peut réaliser dans les années à venir. Certains pourront le faire en étant vivants. D'autres, comme Hervé Mambo Kinga, sont trompés. Nous saluons leur mémoire et nous disons que leur vie n'a pas été une vaine vie, bien au contraire. Hervé Mambo Kinga restera dans les annales de l'histoire de notre pays, le Gabon, au même titre que Rendjambé, au même titre que Méré Fabien. Nous saluons ce héros tombé au combat, dignement. Voilà la conclusion de ce live. Maintenant, je vais poser la 9e et dernière question de l'acte 4. Car à partir de la semaine prochaine, nous entrons dans l'acte 5. L'acte 5 va porter sur une implication directe du New Power par ma voix dans ces lives à l'élection présidentielle française qui va se tenir dans 2 mois. Quand nous avons présenté la France-Afrique et la France est au centre. Or, il y a une élection présidentielle française qui se tient en avril. Nous avons notre mot à dire. Et nous allons nous adresser non seulement aux Gabonais qui ont la double nationalité et qui votent, mais également aux Africains qui ont la double nationalité et qui votent, mais également aux Français qui sont dans notre territoire africain et qui votent. Oui, nous allons scruter le vote des Français qui vivent en Afrique. Nous allons faire une campagne pendant les 2 mois qui restent. Nous allons nous adresser à ces Français-là. Mais avant d'entrer dans l'acte 5, qui va constituer la campagne du vote solidariste, je vais répondre à la 9e et dernière question, qui est la suivante.
Pourquoi Privat Ngomo, un quinquagénaire mineur, car j'ai 54 ans, je vais aller sur mes 55 ans d'ici le 20 mars, date de ma naissance. Pourquoi un quinquagénaire mineur ou un quinquagénaire junior qui a encore ses cheveux sur la tête se tresse les cheveux? Voilà. Voici la question. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai détressé ma tête. Je suis venu à une forme plus conventionnelle. Mais sachez que les cheveux tressés participaient des conventions sociales africaines avant la pénétration coloniale. Sachez-le. Lorsqu'un artiste tresse ses cheveux, c'est vrai qu'il a posé là un acte esthétique. Lorsqu'un footballeur tresse ses cheveux, peut-être qu'il va affirmer là un acte culturel. Lorsqu'un homme d'affaires tresse ses cheveux, peut-être qu'il a compris que le cheveu laineux peut rapporter beaucoup d'argent. Un peu comme aujourd'hui les tissages, les mèches naturelles rapportent tant de milliards à l'Asie et à l'Amérique du Sud. Mais pourtant, les cheveux laineux tressés, et on sait combien de tresses géométriques nous pouvons faire, combien de fractales nous pouvons faire sur nos têtes africaines, et combien cela pourrait représenter d'argent de chiffre d'affaires. Donc lorsqu'un homme économiste se tresse ses cheveux, il pose un acte économique fort. Et lorsqu'un homme politique se tresse les cheveux, eh bien, il est dans une logique aussi d'un acte politique fort. J'ai l'occasion de revenir sur ces différentes dimensions qui expliquent pourquoi aujourd'hui, à 54 ans, j'ai décidé de me tresser les cheveux. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Nous sommes jeudi le 12, le 17, jeudi prochain, 17 février 2022, pour assister à la dernière question de l'acte 4 qui a porté sur les tresses d'un quinquagénaire avec une explication sur le plan historique, sur le plan esthétique, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel. Donc, restez branchés et merci d'avoir été présents. Merci d'avoir partagé la vidéo. Merci de nous avoir évité une interruption, un signalement, car nous avons été attaqués 2 fois et vous avez réagi positivement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Otep à mes sœurs Kamites. Otep à mes frères Kamites. Otep 3 fois à mes frères et à mes sœurs Kamites. On se retrouve jeudi prochain et je vous le dis, je serai tressé.